Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Que vivent actuellement les sociétés d'énergie régionales ? Entre transition énergétique et impératifs financiers, les défis ne manquent pas pour leurs dirigeants et dirigeantes. À Néru, dans le canton de Fribourg, la société Néergie, détenue par la commune, est un projet novateur lancé en 2015, dont Martial Wicht est la cheville ouvrière. Il comprend d'une part une centrale photovoltaïque qui alimente un réseau électrique approvisionnant près de 200 consommateurs et consommatrices. Le réseau est doté d'une batterie qui permet de stocker l'énergie produite en excès et de la restituer en cas de besoin. D'autre part, Néergie exploite un réseau de chaleur à distance qui couvre le centre du village. Une pompe à chaleur alimentée par le réseau électrique photovoltaïque chauffe l'eau entre 70 et 80 degrés et celle-ci est ensuite distribuée dans le réseau. En 2026, des chaudières à plaquettes de bois issues des forêts locales entreront également en service pour fournir une chaleur 100% renouvelable et locale. De la Sarine, Martial se déplace sur la côte pour rencontrer Laurent Balziger, directeur de la CEFA, la Société électrique des forces de l'Aubonne. Créée en 1895 pour alimenter en électricité le tramway reliant Alamans, Aubonne puis Gimel, la CEFA est aujourd'hui active dans la production et la distribution d'énergie, les services énergétiques, le multimédia et la mobilité. Laurent Balziger dirige l'entreprise depuis 2018 et peut compter sur plus de 100 collaborateurs et collaboratrices pour servir 9000 clientes et clients. Les énergies renouvelables et locales font partie de l'ADN de la CEFA qui place la transition énergétique, la résilience et le développement durable au cœur de sa stratégie dans un contexte en profonde mutation. La complexité réglementaire, la volatilité des marchés, les crises successives, le changement climatique, les nouveaux usages, la digitalisation, l'IA, ces défis s'intensifient avec une pression croissante sur les marges et des attentes clients en hausse. C'est dans la vénérable centrale hydroélectrique de Plan-Dessous, alimentée par le barrage de l'Aubonne, que Laurent reçoit Martial pour parler de ces défis. Ça me fait très plaisir de t'accueillir sur notre site de Plan-Dessous, cette usine historique qui date de la fin du 19e siècle, au moment où cette région a décidé de prendre sa destinée en main, de s'équiper pour avoir la lumière, un tram électrique. Ils ont construit cette usine. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se passe alors à Néru et à Néergie? Qu'est-ce que tu vis dans cette belle région fribourgeoise? Alors tout d'abord, tout le plaisir est pour moi, Laurent, de me trouver dans ces locaux et de visiter les différentes machines qu'on a vues, des machines très anciennes qui étaient l'image, qui sont restées l'image de la technologie suisse et de ce qu'on savait faire, comme on sait faire d'autres choses aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on savait faire à l'époque et surtout Vevey, Charmilles, ça fait remonter des souvenirs. À Néru, c'est plus récent en fait. On a eu la volonté de monter sur la vague de l'énergie renouvelable et du durable. En 2015, l'exécutif communal a décidé de créer une société énergétique, entre guillemets, avec un premier but qui était la distribution de chaleur, donc un chauffage à distance local pour remplacer notamment des installations au mazout, donc des centrales à mazout qui devenaient vieillissantes. Donc l'énergie est partie de là, 2015, poser des tubes et distribuer de la chaleur. Ensuite, dans la vie, on ne planifie pas toujours, mais il faut savoir monter dans les bons trains. Donc il y a eu un lotissement de 8 immeubles résidentiels qui ont été construits, donc lotissement qui a été construit avec 8 immeubles et on a profité des toitures pour faire de la production photovoltaïque. Donc du coup, en plus de la chaleur, on s'est mis à produire du courant. Donc aujourd'hui, on produit 80% de ce qui est nécessaire pour le périmètre qu'on couvre, ce qui est très satisfaisant.
Et après, par esprit d'innovation notamment, c'était de faire fonctionner tout ça ensemble et d'optimiser énergétiquement, mais aussi économiquement l'ensemble de la situation. Donc après, on a encore mis une batterie, on a des pompes à chaleur maintenant pour produire la chaleur. Donc je dirais, on a une intégration d'un système énergétique assez poussé. D'ailleurs, qui a été reconnu par l'Office fédéral de l'énergie. Tu es en constante évolution depuis 2015, finalement, Voilà. ça évolue au gré des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Alors voilà, d'abord il y a la réglementation qui évolue, enfin maintenant un peu plus stable, mais qui a évolué beaucoup ces 10 dernières années. Donc à chaque fois, on est monté à bord pour profiter des nouvelles opportunités. Ça, c'était une chose. Puis après, il y a aussi la technologie et les prix de cette technologie. Si on prend les batteries, en gros, elles sont aujourd'hui moitié prix de ce qu'elles étaient il y a 3 ou 4 ans. Donc voilà, je dirais, on est très dynamique, mais c'est une société anonyme, donc on doit boucler les comptes dans le noir, ça c'est la première chose, sans avoir des prix dissuasifs, parce qu'il faut aussi avoir des clients qui achètent notre énergie. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien, on compte chaque kilowatt et chaque franc pour assurer la pérennité financière de la société. Donc tu as un réseau chaleur avec un petit chauffage à distance. Avec combien de clients? Alors, on a 1 mégawatt d'installé D'accord. et on a 35 compteurs, je dirais, ça veut dire 35 immeubles. Et par contre, l'électricité, on a 150, 160 clients, ça veut dire compteurs, donc des consommateurs. Et donc, il faut assurer la facturation, enfin, tout ce que fait une société qui distribue du courant. Et comme je dis, on doit jouer entre la production propre, ce qu'on achète sur le marché, et surtout autoconsommer le plus possible pour, disons, pas être trop pénalisé par le courant qu'on doit réinjecter sur le réseau. Mais puisqu'on est dans ces murs historiques, parle-moi un peu de l'histoire de la CFA, parce que je crois que c'est une affaire de pionnier. Alors volontiers, je t'ai pris d'ailleurs un livre qu'on avait réalisé pour notre 100e anniversaire et qu'on a remis à jour en 2020 pour le 125e anniversaire. Parce que c'est vrai que c'est une belle histoire. Alors il y a quasiment 120 ans d'écart avec la tienne, mais c'est finalement assez lié parce que je pense qu'on vit aujourd'hui une époque qui ressemble beaucoup à celle des pionniers de la fin du 19e siècle. Donc la CFA existe depuis 1895. Elle a été créée à l'initiative de la municipalité d'Aubonne. Il y a une similitude. Qui, de ce qu'on sait, exactement, de ce qu'on sait à l'époque, a été s'intéressée à ce qui se passait. Elle a été voir soit l'exposition à Paris, l'exposition universelle à Paris, ou les préparatifs. Et à Paris, ils ont découvert la fée électricité, la lumière électrique. Ouais. Ils se sont dit, ah, mais ça, c'est une super solution pour éviter les incendies avec les lampes à gaz et à pétrole, parce qu'ils avaient ce souci-là dans un bourg médiéval où toutes les maisons sont à pondu. C'était une problématique. Et puis, ils étaient allés en train avec cette ligne Paris-Milan, Lausanne-Genève, hein, qui reprend ce tronçon Lausanne-Genève. Ils ont essayé de faire d'ailleurs passer, lorsqu'elle a été réalisée quelques années avant, cette ligne par Aubonne, mais la topographie n'étant pas à leur faveur, elle passe le long de l'autoroute à Alamand. Et puis ils se sont dit, mais ça c'est l'avenir. Alors qu'il y avait que 2 trains par jour à l'époque, ils ont dit, il faut qu'on se raccorde, qu'on construise un tram. Et finalement, en 5 ans, ils ont réuni le financement, ils ont mis, eux, un budget annuel, ils ont été voir les communes autour, les communes du Vallon de l'Aubonne. Donc ils ont fédéré la région. Ils ont fédéré la région en disant, mais là, il y a sans mauvais jeu de mots, il y a un train à prendre. Il y a vraiment un train à prendre. On doit vraiment se préparer notre région à cette révolution industrielle qui est en cours. Donc, construire une usine, alors une prise d'eau sur l'Aubonne, l'usine dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour produire ce courant, avec 2 buts principaux, le tram et puis la lumière électrique. Et ça, ils l'ont fait en 5 ans. Moi, je trouve fou du projet à la réalisation en 5 ans.
avec Il y a peut-être jusqu'à- moins de bureaucratie qu'aujourd'hui. Alors, sans doute que c'était plus facile d'obtenir les concessions, d'obtenir les mises à l'enquête, quoi qu'on a retrouvé quand même d'ailleurs, c'est cité dans le livre, que je te donne volontiers. Merci. Il y avait beaucoup de peurs, tu sais, on voit qu'il y a des peurs aujourd'hui par rapport, je sais pas, aux éoliennes ou à Dieu sait quelle chose, et on a retrouvé à l'époque qu'ils avaient peur de la lumière électrique, qu'elle rende aveugle les personnes, que les gens soient collés au fond du tram quand ils roulaient à 30 km/h. Donc on retrouve des articles dans Ouais, il y a le beaucoup de journal d'Aubonne de similitudes, l'époque ouais. où on a peur finalement Du changement. des nouveautés, du changement. Mais ils ont osé et ça a permis à cette région finalement de vivre la prospérité qu'on connaît, avec le développement qu'on connaît. Et je pense qu'aujourd'hui on fait face à finalement des enjeux similaires. Donc je ne suis pas surpris que l'énergie existe, parce que je pense qu'on vit cette période de transition qui n'est pas le bon mot, c'est une transformation profonde de notre système énergétique. Il y a une opportunité là d'adapter nos infrastructures aux besoins d'aujourd'hui, que ce soit le changement climatique, mais aussi cette résilience dont on a besoin pour produire Tout à ici. fait. On voit actuellement avec ce qui se passe que si on est trop dépendant, on subit. Exact. On subit, si on veut nous donner ou pas de l'énergie, à quel prix, C'est ça. sans parler des enjeux climatiques également. Juste par rapport à ces pionniers, je dirais, qu'est-ce qu'ils avaient comme profil? Parce que toutes les communes, enfin toutes les municipalités n'ont pas eu ce réflexe, n'ont pas eu cet entrain pour faire avancer leur commune. Est-ce qu'il y avait un caractère particulier qui a été décelé là? Alors, je pense sur la région de la Côte, ça s'est passé aussi à Glon, avec une compagnie Il y avait la compétition, similaire. il y avait la compétition entre les deux communes. Alors, je pense que Lausanne a suivi. On a eu le tram 3 ans avant Lausanne. On est très fiers de l'avoir eu avant la capitale. Je pense que cette région de la Côte, en fait, est très ouverte au monde, parce que ça a toujours été un lieu de passage. Comme je le disais, c'était la ligne Paris-Milan. C'était quand même là qu'on transitait entre le sud et le nord des Alpes. Donc je pense que ce lieu d'échange a donné la curiosité et l'entrepreneuriat. Ouais. C'est une région très entreprenante, Ouais. cette région de la Côte. Et je pense que c'est une région qui a depuis longtemps pris l'habitude de prendre sa destinée en main. En tout cas, c'est passionnant, mais effectivement, il y a des similitudes avec ce qu'on vit actuellement, quoi. Il y a des virages et il vaudrait mieux rester sur la piste. Mais pour avec prendre le les virage. enjeux, on connaît aujourd'hui, je crois, les mêmes enjeux que par le passé. Pendant une vingtaine d'années, la CEFA a failli faire faillite chaque année, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Et au début, il y avait peu de ventes. Évidemment, ça s'est développé lentement. La vente du kilowattheure, d'ailleurs, c'était plutôt à l'ampoule. On paye Ah ouais? à l'ampoule, ouais. C'était à la prise. D'ailleurs, après, il y avait les voleuses, parce que quand il y a commencé à avoir cette utilisation pour des moteurs, les gens installaient des prises sur les ampoules Ah oui. et puis shippaient l'électricité de cette manière-là. Mais il y avait cet enjeu finalement de rentabilité aussi, comme on le connaît aujourd'hui. Et le prix de l'énergie était beaucoup plus cher à l'époque. Je ne sais pas si tu peux deviner quel était le prix du kilowattheure en 1936, par exemple. J'ai ce tarif sur mon bureau qui me rappelle un peu la valeur de l'énergie. En francs d'aujourd'hui, En francs d'aujourd'hui. je pense qu'on parle de plusieurs francs. Ah ouais, tu brûles, ouais. Ouais. Peut-être 5 francs d'aujourd'hui. Écoute, tu es tout près 7 à 10 francs d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc, ce qu'on peut voir dans les documents qu'on a retrouvés, c'est que pour les familles de l'époque, souvent, l'électricité coûtait plus cher que le loyer. Donc, je ne sais pas si on arrive à s'imaginer aujourd'hui la valeur qu'avait l'énergie à l'époque. Et d'ailleurs, nos grands-mères, la mienne me disait éteins la lumière, Ah ouais. parce que ça avait beaucoup de valeur à l'époque. C'était 42 centimes de l'époque. Et l'électricité aujourd'hui, dans la région d'Aubonne, est moins chère en fait en absolu qu'à l'époque en 1936. Le défi économique est toujours là. Je ne sais pas pour toi, comment est-ce que tu fais pour avoir ce prix, un prix qui reste acceptable? Disons, le marché définit un peu il y a le marché qui définit notamment pour la chaleur le prix.
Puis ensuite, il y a la réglementation pour ce qui est de l'électricité, puisqu'on est considéré comme une RCP, donc on est soumis à la réglementation. Donc du moment où les prix de vente sont donnés, c'est la production et l'exploitation où il faut être très économe, spartiate. Je dis toujours, chaque franc compte, chaque kilowatt compte, mais en fait, ça fait partie du jeu économique. Je pense que c'est peut-être la différence entre un service industriel et une société anonyme, c'est que le service industriel, il peut y avoir des choses, je m'avance un peu, mais un peu, disons, des transferts entre silos, tandis qu'une société anonyme, ben, elle est cadrée et puis elle doit s'assumer. Alors, encore une fois, après, il faut assurer aussi la pérennité de la société. Je veux dire, on peut survivre une année ou deux, mais en fait, le but n'est pas de survivre un peu, c'est de survivre longtemps. Donc, je pense qu'il y a, disons, d'être raisonnable dans ce qu'on fait et de gérer au mieux les ressources disponibles. Et d'ailleurs, quand on avait par exemple un problème technique, bah, ça fait toujours mal de devoir dépenser pour résoudre le problème. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ouais. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de raison que demain, ça fonctionne moins bien. Mais je pense que c'est ce que tu disais par rapport à la CFA, c'est qu'il y a eu des années plus difficiles que d'autres. Le but, c'est d'être capable d'absorber les années difficiles et puis de rester modeste quand les années sont un peu plus faciles. Oui, puis je pense qu'il y a des saisons dans une société, et c'est ce que j'explique tant aux actionnaires, parce qu'on leur a demandé de diviser le dividende par 4, parce qu'on est de nouveau dans une saison, bah, comme au début, et comme c'était le cas aussi quand ils ont construit le barrage dans les années 50. Il y a vraiment ces étapes, hein, la fin du 19e où vraiment c'était, voilà, on équipe. Après, dans les années 50, on construit les barrages, d'ailleurs comme à beaucoup d'endroits en Suisse, pour avoir la puissance nécessaire aux heures de pointe de midi et du soir. Et puis maintenant, on a cette transformation du système énergétique qui demande finalement une énergie locale, renouvelable, mais aussi de plus en plus électrique. Hein. On voit l'importance pour la mobilité, Oui. pour beaucoup de choses. Et là, c'est vrai qu'on doit beaucoup réinvestir. Donc nous, on investit maintenant fortement dans le développement de notre réseau, parce qu'il y a de plus en plus de panneaux photovoltaïques. On a bientôt 20% de l'énergie de notre région qui est produite par les panneaux photovoltaïques. Donc ça demande une adaptation de notre réseau, un changement de transformateur, etc. Donc il faut passablement investir là. On a des projets de nouvelles productions d'énergie renouvelable, un projet d'éolienne notamment, à Bière. On a aussi on a développé tout ce qui est de la chaleur, avec des chauffages à distance comme vous l'avez fait à Néru. Donc là, on a 3 villages pour le moment dans lesquels on a développé des chauffages à distance. Mais ça, c'est de la rentabilité sur du long terme. Oui. Ça veut dire qu'il faut investir, et c'est mes successeurs, nos successeurs qui verront vraiment le fruit. Comme moi, je peux hériter finalement de ce qui a été fait ici et de ce qui a pu être amorti sur des années. Là, maintenant, on est dans cette saison où il faut vraiment investir massivement dans des nouveaux outils, des nouvelles installations. On a aussi mis en place du pellet. On a investi dans une machine avec les groupements forestiers pour fabriquer du pellet local avec les résidus de coupe. Et c'est vrai que ça demande de l'expliquer aux clients, d'avoir un prix juste, abordable, mais qui permet de financer, aux actionnaires d'avoir des dividendes raisonnables. Donc ça implique un peu chacun, les collaboratrices, collaborateurs aussi, de travailler dans des nouveaux domaines. Là aussi, chacun doit faire une part de l'effort, comme nos aïeux ont dû le faire aussi à cette époque de pionniers. Ouais. Mais tu parles beaucoup d'investissements. Comment ils sont financés, ces investissements? Est-ce que la société dispose de suffisamment de ressources pour les financer, ou c'est des financements externes Alors c'est un mix. On a mis en place une stratégie, et puis dans laquelle cette stratégie, on a défini un peu nos axes prioritaires, et puis on a pu voir qu'on a pu aussi évaluer nos moyens financiers. On a vu qu'on peut investir à peu près 35 millions dans les 5 prochaines années. Alors grâce justement
à ces infrastructures qui ont été faites par nos aïeux et qui nous permettent d'avoir une certaine 35 millions par rentabilité des fonds propres. par des fonds propres. Ah Et ouais, puis bravo. après, il y a des compléments par des fonds étrangers qu'on va chercher sur les marchés financiers et puis par des partenaires, parce qu'on reste un petit partenaire. Et typiquement, les chauffages à distance, on aime travailler avec les communes. Quand on va voir une commune ou quand une commune vient vers nous pour un projet de chauffage à distance, nous on dit si vous voulez qu'une entité fasse tout pour vous, il faut aller voir des grands énergéticiens. Nous, on a envie de faire avec vous parce qu'on veut être un acteur, un facilitateur. Mais je crois que le succès, c'est quand on se met ensemble. Parce que la commune, avec toute la proximité, la connaissance qu'elle a des personnes, apporte beaucoup. Et je crois que c'est ce que tu vis aussi à Néru, j'imagine. Et nous, on veut faire avec les communes, avec les groupements forestiers, enfin avec les différents acteurs qui sont présents, avec l'arboretum pour le barrage. Et c'est ensemble qu'on peut réussir ce défi. Donc ça veut dire, lorsque tu lances ou que tu es demandé, enfin que la CFA est demandée pour évaluer un chauffage à distance et ensuite créer éventuellement une société, ça veut dire la commune dans laquelle est implanté le chauffage va participer au financement. Alors oui, c'est ce qu'on souhaite. Après, on discute selon les possibilités de la commune. Pas certaines communes ont plus de facilités financières que d'autres. Et puis aussi, ça dépend de la taille du chauffage à distance. Si c'est vraiment un tout grand, on a des projets, notamment à Aubonne ou pour la zone commerciale, industrielle de Littoral Park. Là, c'est des projets qui dépassent, je dirais, nos capacités financières et celles des communes. Donc là, on va chercher encore des acteurs tiers, soit techniques aussi, soit techniques et financiers pour compléter l'équipe. Oui, donc les financements, c'est quand même toujours la pierre angulaire pour réaliser les projets. Hein. Oui, oui, puis trouver des entités et des personnes comme à l'époque, hein, ça avait été pas facile. Ils avaient dû faire du porte-à-porte auprès des notables ici pour compléter le financement. De trouver des personnes ou des entités qui sont prêtes à voir sur la durée, justement. Et là, moi, je suis très content que les actionnaires ils saisissent cet enjeu et acceptent un dividende bas pour une période en se disant, ben voilà, c'est une saison pour investir et puis après, on pourra à nouveau récolter dans quelques années, une dizaine Donc il y a d'années. cette conscience de la part des actionnaires de dire, bon, il faut de temps en temps investir. Donc Voilà. le retour sur investissement viendra un peu plus tard. Oui, oui, ça, j'en suis très reconnaissant. Et pour moi, c'est à ça qu'on sert. Une entité locale comme les nôtres, finalement, servent avant tout à doter une région des infrastructures qui lui permettent d'être compétitive, de servir les habitants et les entreprises de cette région, de les adapter aux besoins actuels et futurs. Et c'est vraiment c'est ce qu'on vise avec la CFA. En tout cas. Parce que tu disais, les anciens ils sont allés faire du porte-à-porte pour récolter des fonds finalement. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, des privés investissent dans des projets? Alors pour le moment, on passe, là aussi à Aubonne, on a la chance d'avoir une caisse d'épargne d'Aubonne, donc une caisse d'épargne très locale. Il y a aussi d'autres banques locales d'ailleurs. On passe plutôt par ce genre d'organisme. Donc elle joue le jeu. Elle joue le jeu, oui, elle joue le jeu. Je dois dire qu'il y a aussi par exemple un projet de biogaz qu'on a fait avec un agriculteur et la banque locale. À des conditions à des conditions acceptables pour le... Voilà, et sans demander tout ce que demanderait une grande banque parce qu'on se base aussi sur la connaissance des personnes. On sait sur qui on peut compter, avec qui on peut compter. Et ça, je dois dire, cette qualité de connaître directement les personnes. Vous avez aussi l'historique qui parle pour vous. Hein. Oui, mais c'est vrai que dans une région, quand on se connaît entre banquiers, entrepreneurs, agriculteurs, entrepreneurs, c'est vrai que ça facilite les choses. On sait avec qui on a affaire, on sait à qui on a affaire en fait. Non, parce que nous, on a mis en place un système aussi participatif, je dirais. Tout un chacun peut mettre un peu de liquidité à disposition pour les investissements. Mais ce qu'on voit, c'est quand même une certaine discrépance entre la théorie du durable, la volonté du durable, et puis ensuite l'engagement en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc on a du succès, mais enfin c'est inférieur à ce qu'on aurait pu attendre. Mais
effectivement, c'est peu liquide, donc quelqu'un qui place son argent là, c'est peu liquide, il ne va pas pouvoir le récupérer à l'heure où il le souhaitera, contrairement à un dépôt dans une banque, ça c'est sûr. Puis est-ce que ces défis aussi, justement, c'est lié aux aspects réglementaires qui empêchent des développements ou des changements, des adaptations? Ou bien tu as des Non, défis à ce niveau-là? Ou bien- en fait, la commune est 100% actionnaire de la société et on voulait garder cet aspect-là. Ça veut dire faire venir beaucoup de petits actionnaires, c'est de la gestion. Enfin, et puis, un actionnaire, on parlait de dividendes, la commune, elle n'exige pas de dividendes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Ce n'était pas la volonté dès le départ. Par contre, l'argent qu'elle a mis pour lancer la société est rétribué comme un prêt. Donc ça, c'est les deux aspects. Par contre, s'il y a des petits actionnaires, ils voudraient revoir quelque chose. Donc nous, on a fait plutôt sous la forme d'un prêt, et ce prêt est rétribué. Donc avec un maximum, enfin un maximum pas, mais un minimum, de façon à ce que ça soit suffisamment incitatif. Donc ce prêt est rétribué, c'est un avantage par rapport à l'actionnariat. Puis ensuite, ce prêt peut être remboursé. Si on a des actions, il faut trouver quelqu'un pour les racheter. Tandis que là, le prêt peut être remboursé. Par contre, d'après le règlement, il peut être remboursé selon les capacités de liquidité de la société. Donc ça peut être rapide ou ça peut être un peu plus lent, mais c'est possible, contrairement à des actions. Donc ça, c'est la formule qu'on a trouvée. Et par contre aussi, pour la loi sur les banques, on ne peut pas dépasser un certain montant, sinon on devient un institut bancaire, un institut financier. Donc, mais on a encore de la marge jusqu'à ce qu'on ait atteint cette limite. C'est un véhicule intéressant, je trouve. Ouais, ça implique les personnes. Comme ça, chacun a la possibilité de... Il y a un montant minimum parce que ça demande aussi de la gestion. Mais chacun peut s'impliquer. Et surtout, ce qu'on voit, c'est les locataires, parce qu'en fait, les locataires ont peu de possibilités de participer activement au durable. Ils ne peuvent pas mettre des panneaux photovoltaïques, ils ne peuvent pas mettre une pompe à chaleur, puisque ce n'est pas chez eux. Par contre, ils ont la possibilité de participer sous cette forme. Et quels sont les défis ou les enjeux futurs de Néergie? Alors, à court terme, maintenant, on a mis beaucoup de technologies en place, des packs, on va mettre en place des nouvelles chaudières à bois, on a mis en place une batterie, et on a un système de gestion de management de l'énergie, de façon à utiliser la batterie au bon moment et à utiliser la PAC au bon moment en fonction de la météo, etc. Donc, on traite tout ça, on traite la météo à 3 jours. Donc maintenant, le but, c'est de faire fonctionner ça, comme on dit en allemand, reibungslos, sans frein. Et là, on a la chance que les gens qui participent sont motivés et ils s'investissent. Donc, on me téléphone même le dimanche pour me dire qu'il y a un petit problème là-bas, il faudrait s'en soucier. Donc, ça, c'est de faire marcher ça de manière optimale. Ça ne se met pas en place. Il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup de calculateurs, donc ça se met en place. Puis après, je dirais, on a une solution qui est quand même traumhaft, comme on dit en allemand, c'est un peu du rêve. Elle pourrait être facilement dupliquée pour des installations. On parle, nous, d'1 mégawatt, mais ça pourrait être 2 mégawatts. Donc, et ça donne une autonomie quand même importante, soit pour une commune, soit pour un site industriel. Toute la mécanique est là et elle fonctionne. Et elle sera aussi rodée, donc ça c'est aussi important. Et donc on pourrait facilement dupliquer ça. On a de temps en temps des communes qui nous visitent et qui sont très intéressées par ça. On ne sait pas aller beaucoup plus loin jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'OFEN qui aimerait voir nos résultats. D'ailleurs, ils nous mettent un peu sous pression de temps en temps parce qu'on a pris des engagements. Mais in fine, pour Néergie, c'est d'assurer sa pérennité. Donc, c'est satisfaire les clients, c'est conserver des tarifs comme sur le marché. Alors, les engagements tarifaires sont à 20 ans. Donc, quand on signe un contrat de chauffage à distance, c'est à 20 ans. Mais enfin, la société doit assurer. Et pour moi, c'est la pérennité de la société et la qualité de service. Ça, c'est les points qui sont liés d'ailleurs. Si on a des clients pas contents, c'est plus difficile d'assurer la pérennité de l'entreprise.
Ce qu'on a vu dans des communes dont on a repris le chauffage à distance, c'est que justement, il y avait des pionniers comme tu en fais partie et comme tu l'as été pour l'énergie, mais justement, avec le temps, quand tout d'un coup, ces personnes qui se sont impliquées fortement, qui connaissent l'installation de A à Z, lâchent la manette, si je peux dire. Là, c'est difficile de retrouver des repreneurs derrière, et c'est là où, dans deux déchauffages à distance qu'on a repris, justement, c'est parce que la municipalité cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'installation, parce que justement, les personnes impliquées dès le début, gentiment, se retiraient de l'exploitation. Donc là, je pense qu'il y a un cap qui est, Alors oui, il y a qui est aussi certainement à assuré. assurer, hein. Oui, mais bon, d'abord, on est conscient. Et puis ensuite, ce qu'on voit quand même avec la mise en place des technologies, contrairement, on avait les installations où il faut beaucoup retrousser les manches et aller sur les installations. Avec les nouvelles, on est plus dans le management, dans la planification, parce que soit c'est trop complexe et il faut faire venir, on ne peut pas bricoler soi-même, soit finalement c'est quand même aussi plus fiable, il y a mais plus simple, une pompe à chaleur ou un chauffage à bois, c'est pas, enfin la pompe elle est quand même beaucoup plus simple quand elle fonctionne. Donc moi je pense que c'est plus après du management et de la planification pour tout ce qui est service par exemple. Aujourd'hui on est presque lié avec des contrats de maintenance qu'on n'avait pas forcément hier. Donc il y a tous ces aspects de management qui sont importants et dans la gestion de façon à ce que ça soit, disons, finançable et planifiable. D'accord, donc tu es confiant pour les années à venir. Ouais, écoute, on peut jamais dire jamais, mais moi je dirais que toutes les briques sont maintenant en place, ça s'imbrique. Donc, oui, je pense que les signaux sont ouverts. Ouais. Mais la CEFA, c'est un peu la même chose. J'étais en discussion avec quelqu'un de Berne qui dit on veut des garanties de 15 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a que des entreprises d'État qui peuvent donner des garanties de 15 ans. Une entreprise, le Crédit Suisse a disparu en moins de 15 ans. Hein. Depuis le moment où il a mal à la patte jusqu'au moment où il disparaît. Donc voilà, on ne peut jamais dire jamais, mais je pense que c'est toujours la même chose. Il faut une gestion sérieuse. Mais comme je te dis, comme je signale, je pense que la CFA doit avoir les mêmes réflexions à une autre dimension, évidemment. Vous êtes X fois plus grand que nous. Mais à la fin, il faut que sur la durée, les chiffres soient noirs. Alors je pense justement, un des enjeux d'aujourd'hui, tu le soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire que nos aïeux, ils ont fait ça en 5 ans, ils ont réalisé projet et réalisation en 5 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur un projet éolien et on est loin de sa réalisation encore. Donc on voit vraiment que voilà, les échelles de temps sont difficiles, et c'est vrai que voilà, il y a, bien sûr au niveau réglementation, et c'est normal, il faut faire plein d'études, d'analyses diverses et variées. Ça s'est beaucoup complexifié, avec beaucoup de facteurs, de paramètres à prendre en compte, donc les coûts ont augmenté. En même temps, c'est vrai qu'il y a une pression de plus en plus forte sur les coûts, hein. Voilà, on parle d'ouverture de marché, on parle là aussi de baisse je dirais des taux d'intérêt du WACC pour la production. Donc ça nous met de plus en plus sous pression, et je pense que c'est un peu antinomique avec des investissements à moyen long terme, en plus avec de grandes incertitudes. Et je pense qu'il y a un vrai défi. Moi, j'entends beaucoup d'entités similaires aux nôtres où les investissements prévus sont revus à la baisse. Et ça m'inquiète parce qu'on devrait être dans une saison où on investit massivement, et à la fois pour les problèmes de lenteur et d'enjeux financiers et d'incertitude sur la rentabilité de ces investissements qui sont amortis sur des dizaines d'années. Et là, je pense qu'on a un vrai défi, mais il faudra qu'on joue ce rôle les uns et les autres, qu'on jouait nos aïeux si j'ose dire, sans trop se poser de questions, en osant, en se disant pour les générations futures, voilà, ça vaut la peine de réaliser ces infrastructures. C'est vrai qu'on a refusé il y a quelques semaines à peine un fonds climat, voilà, avec ce but aussi de
de soutenir un peu le développement de toutes ces infrastructures. Mais je pense qu'on va réfléchir. On a eu des fonds dans les années passées pour le rail, pour différents projets d'infrastructures importants. Et je pense que là, on a un enjeu de génération, vraiment pour passer ce cap et mettre en œuvre cette transformation. Puis il faudra aussi que les clients jouent le jeu, parce que c'est vrai que y a toujours ce défi d'acheter local, d'acheter une énergie de qualité, parce que c'est vrai que l'électron, il est le même, ou le kilowattheure chaleur, il est le même, qu'il soit renouvelable ou pas. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à chacun de prendre ses responsabilités, et je pense que chacun de nous, qu'on soit investisseur, qu'on soit client, qu'on soit acteur dans une société telle que les nôtres, on peut faire une différence, mais chacun doit vraiment assumer son rôle, oser, comme la municipalité de Nehru à l'époque a osé le faire. Je pense que c'était un projet audacieux. C'était plus simple de changer les chaudières. Ah ben ça c'est sûr. C'était moins cher en tout cas. Non, c'est sûr, mais encore une fois, tu l'as souligné, et puis c'est ce qu'ont fait les anciens. Il y a l'instantané, puis après, c'est des projets à très long terme. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, sans le démarrage poussé par la commune, il n'y a aucune chance. Parce que, un, il n'y a personne qui veut investir, tout le monde veut faire du renouvelable, mais personne ne veut investir. Et deux, on parle, si on met des conduites de chaleur, c'est 60 ans, 80 ans. Donc, on va faire un gros investissement. Alors, peut-être dans 80 ans, il n'y a plus besoin de chaleur, mais il faudra du froid. Mais si on veut mettre des conduites, c'est dans une perspective long terme. Si on met des câbles électriques, c'est aussi sur du long terme. Et dans notre esprit aujourd'hui, on est quand même toujours... si on est en bourse, c'est 3 mois. Si on n'est pas en bourse, c'est 1 année. Donc, ça c'est un peu les défis qu'on rencontre pour ce type d'investissement. Tu parlais d'éoliennes, je ne sais pas à combien se monte l'investissement, mais j'imagine que le retour sur investissement, c'est en 10-15 ans minimum. Oui, alors plutôt même 15 à 20 ans, et c'est plusieurs dizaines de millions. Ouais. Donc, c'est quand même un pari. Et pour des investisseurs privés, je ne suis pas sûr que tout le monde est prêt. Alors, peut-être, ça dépend aussi des moments historiques, hein. Mais pas sûr que ce soit si facile à trouver. Mais il y avait l'autre soir aux nouvelles une très très grosse batterie Redox qui va se mettre en place en Suisse alémanique là. Ils ont quand même, c'est des privés, donc ils ont quand même osé se lancer. Et je pense que c'est plus difficile. Enfin, il y a plus de risques sur une batterie gigantesque que sur des éoliennes. Mais ils ont trouvé le financement. Donc tout n'est pas perdu. En tout cas, Martial, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir ici et puis d'échanger avec toi sur nos expériences respectives. Et je vois vraiment de grands parallèles finalement dans ces expériences, avec finalement cette audace de personnes qui osent se lancer et qui arrivent à entraîner derrière elles une municipalité, une commune. Et puis, tu vois, la CEFA, ça dure depuis 131 ans. Donc, je souhaite le même succès à Énergie avec de belles années à venir. Et puis je suis convaincu que c'est vraiment des beaux cadeaux qu'on fait aux générations futures, parce que je suis absolument convaincu, et les événements géopolitiques du moment nous le confirment encore, que de pouvoir compter sur une énergie locale, durable, qu'on maîtrise, c'est la meilleure des choses. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, on en dépend. Et puis, de l'énergie, chaque jour, on en a besoin un peu plus. Je te remercie infiniment de m'avoir reçu là et pour l'échange qui était très riche. C'est un grand signe d'espoir, la CEFA 125 ans. Alors, quand Énergie aura 125 ans, on ne sera plus là, mais espérons que ça dure si longtemps. Encore une fois, c'est ce que montre la CEFA, c'est qu'il faut y croire et insister, et faire le dos rond dans les moments difficiles, et profiter des moments où c'est moins difficile pour investir intelligemment. En tout cas, je te remercie infiniment. Merci en tout cas. Très belle suite à toi. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.